va commencer cette deuxième session pour revenir sur les décisions de la commission des sanctions. On vous fait chaque année un petit retour sur les principales décisions. Donc cette année, en effet, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. On va revenir dessus. J'ai le plaisir pour cette table ronde d'accueillir Marie-Hélène Trick qui nous fait l'honneur de partager les principaux enseignements de cette commission des sanctions avec nous. Vous le savez, Michel Pineau, le président de la commission des sanctions, a rejoint le Conseil constitutionnel. Et Marie-Hélène, qui préside la deuxième section et qui est par ailleurs à la au Conseil d'État, Cour de cassation, pardon, va nous donner quelques éléments sur les principales sanctions. De manière générale, Marie-Hélène, quel bilan vous dressez de l'activité de la commission de sanctions en 2015 ? Et là, on est de manière très large, autant sur les sociétés de gestion que les prestataires de services d'investissement. Oui. Une année riche, une année intense en termes de nombre de décisions. Je vous remercie de m'avoir présenté et de me donner la parole. Je vais essayer de remplacer Michel Pineau au mieux avec mes faibles capacités oratoires et de compétences par rapport aux siennes. Le bilan de cette année est assez riche en ce qui concerne les sujets qui peuvent intéresser notre public d'aujourd'hui, puisque la Commission a rendu 21 décisions et 12 de ces décisions, au moins, concernent un manquement aux obligations professionnelles. C'est donc une part importante de l'activité de la Commission en matière de sanctions. Et il faut ajouter à cet aspect celui des compositions administratives ou transactions. En ce domaine-là, 2 transactions sont intervenues qui concernent les manquements professionnels. Alors, les décisions que nous avons rendues, nous allons essayer d'en tirer toutes les conséquences opérationnelles utiles, étant précisé que certaines de ces décisions sont frappées de recours. Elles ne sont donc pas définitives et peut-être que que le Conseil d'État sera amené à les modifier, à écarter certains griefs ou au contraire à se montrer plus sévère. Si on essaie de faire un zoom sur quelques thèmes, je crois que j'imagine que vous allez revenir sur la décision de décembre 2015 concernant la préaffectation des ordres, qui est un thème très important pour la commission des sanctions. Oui, c'est un des thèmes qui a été important cette année en ce qui concerne la gestion d'actifs. Nous avons eu à juger une affaire qui est particulièrement intéressante et je dois dire que ça n'est pas la seule puisque dans quelques temps nous allons en avoir une autre qui lui ressemble assez. Dans cette affaire, la commission des sanctions a constaté qu'une société de gestion n'avait pas procédé à l'affectation préalable des ordres avant leur émission. Alors, vous le savez, c'est une obligation qui est essentielle et qui est destinée à éviter le risque de discrimination de traitement des ordres et qui est destinée à éviter que le prestataire favorise certains de ses clients par rapport à d'autres en fonction du résultat de l'opération. Dès qu'il connaît le résultat, il pourrait discriminer certains clients et ce serait un manquement grave. Pourtant, du côté de la doctrine de l'AMF, dans les programmes d'activité des sociétés de gestion, la procédure d'affectation des ordres, elle doit être documentée, elle doit exister. Dans ce cas précis, et notamment pour les RCCI qui nous écoutent aujourd'hui, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de procédure ou qu'elle n'était pas appliquée ? C'était
Le problème dans cette société, c'est qu'il n'y avait pas de procédure particulière sur le problème de la préaffectation des ordres. Il y avait bien une procédure, mais cette procédure n'était pas opérationnelle puisqu'elle ne voyait pas précisément, elle ne prévoyait pas de façon précise, de façon claire et de façon concrète les modalités d'affectation prévisionnelle. Notamment, il n'y avait pas de précision sur le mode de passation des ordres, en particulier sur les ordres qui étaient passés sur des plateformes électroniques. Le seul cas qui était prévu, c'était les ordres à la voix. Donc la procédure était insuffisante et c'est ce qui a permis précisément qu'il y ait des manquements. C'est vrai que peut-être la particularité de cette décision était le fait qu'il s'agissait d'ordre dans le domaine des obligations. Oui. Est-ce que c'était bien ça? C'est-à-dire que c'était vraiment sur une classe d'actifs particulière? Oui, c'était une classe d'actifs particulière. Il s'agissait bien d'obligations. Et la procédure mise en place ne donnait pas assez de précision pour savoir comment les choses devaient se passer. Il y avait eu des versions successives. On ne peut pas dire qu'il y avait absence totale de procédure, puisqu'il y avait eu des versions successives. Mais ces versions étaient toutes insuffisantes, laconiques, et il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que la réglementation n'ait pas été respectée. Alors peut-être pour faire la synthèse et pour passer sur un autre sujet. En ce qui concerne cette décision, il n'y avait pas que ce manquement, il n'y avait pas que la défaillance de la procédure, il y avait aussi la défaillance des contrôles. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une procédure, même opérationnelle, encore faut-il vérifier qu'elle soit respectée dans la pratique et dans les faits. Or, en l'espèce, ce n'était pas le cas. Le dispositif de contrôle interne était totalement insuffisant. En effet, on n'a vérifié à aucun moment si l'antériorité de l'affectation des ordres, c'est un aspect qui a totalement échappé au contrôle que cette société pouvait opérer par ailleurs. Donc en clair, derrière cette décision, il y a deux sujets. Le sujet de la préaffectation des ordres, et on souhaiterait affirmer au niveau des services de l'AMF qu'en effet, la préaffectation des ordres, ça doit être fait sur n'importe quelle classe d'actifs. C'est-à-dire que ce soit ce que vous indiquez, c'est-à-dire que ce soit des obligations ou des actions, les gestionnaires de portefeuille doivent indiquer dès le tout début de l'initialisation de l'ordre pour quel portefeuille ils traitent. Il s'agit évidemment d'éviter tout type de conflit d'intérêts entre deux portefeuilles. Donc ça, c'est sur le fond, c'est-à-dire la préaffectation doit concerner toutes les classes d'actifs, la préaffectation doit concerner également toutes les typologies de gestion, qu'on soit en gestion sous mandat, en gestion collective, en OPCVM ou en FIA, il faut préaffecter les ordres. Ça, c'est sur ce que l'on souhaite voir appliqué de manière effective par les sociétés de gestion. Pour la vérification de l'effectivité de ce processus, ce qu'on attend des RCCI, en effet, c'est de vérifier que ces procédures de préaffectation sont bien en place, ce qui veut dire là aussi très concrètement avoir des procédures de contrôle permettant de s'assurer qu'il y a une traçabilité de cette préaffectation. Et donc il s'agit bien d'enregistrer toute la chaîne de passage d'ordre de façon à ce que la société de gestion puisse être en situation de prouver que la préaffectation des ordres a bien été effectuée. Donc c'est ces deux sujets qui sont très importants et qu'on peut lire derrière cette sanction. Et en effet, vous l'indiquiez, il n'y a certainement pas qu'une société qui avait ce genre de problème. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette sanction est très riche d'enseignements. On vous invite tous à vraiment vérifier si ces processus sont en place de manière effective sur toutes les classes d'actifs dans les sociétés de gestion. Si on passe à un deuxième sujet, je retiens aussi le sujet de l'importance de la primauté de l'intérêt du client.
C'est un thème qu'on évoque souvent dans cette configuration. Le respect de l'intérêt des porteurs, la détection des conflits d'intérêts. Est-ce que vous avez quelques exemples de sanctions dans ce domaine-là ? Oui, bien sûr, je peux vous en donner immédiatement une. C'est celle du 25 novembre 2015, qui permet d'illustrer un certain nombre de difficultés que peuvent rencontrer les sociétés de gestion, s'agissant justement des conflits d'intérêts et de la manière dont ils pourraient être résolus. Alors, dans cette affaire, nous étions dans le cas particulier d'une société de gestion et de son responsable, le dirigeant. Et cette société gérait des SCPI qui avaient pour vocation d'acquérir des biens immobiliers, puis de les rénover et ensuite de les mettre en location. Donc les profits provenaient de la location. Cette société avait défini une vraie politique de gestion de conflits d'intérêts parce que la situation dans laquelle elle se trouvait laissait présumer dès le départ qu'il y en aurait. Et donc dans ce cas-là, pour la protection de l'intérêt des porteurs, que prévoyait cette politique ? Eh bien, il faut d'abord décrire quelle était la situation. La situation, c'était des liens capitalistiques entre cette société et des sociétés dirigées et gérées par un des associés. Les associés avaient fait appel à cet autre associé pour créer la société parce qu'il était très compétent, à leur avis, et très spécialisé. Il avait d'un côté une société de marchand de biens, c'est-à-dire qu'il achetait des biens pour les revendre. Donc il avait l'expérience de l'achat des biens dans le domaine qui était celui de la société en cause. Et d'un autre côté, il avait une société, une entreprise de travaux de rénovation. Donc, une fois que les biens étaient achetés, eh bien, il pouvait les rénover. C'était ça le danger évident, et à l'évidence, on pouvait craindre que la société fasse primer l'intérêt de son associé sur l'intérêt des porteurs. Donc j'imagine que la politique de prévention des conflits d'intérêts qui avait été déclarée à l'AMF devait prévoir un certain nombre de garde-fous. Alors, pour éviter ce conflit sérieux d'intérêts, tout de même, la société avait prévu une procédure qui comportait 3 mesures différentes. Alors, on peut prendre les mesures, si vous voulez, pour commencer par la rénovation, c'était le plus facile. La rénovation des biens, il avait été prévu que l'entreprise ferait appel à un maître de l'ouvrage qui l'assisterait. Donc, on faisait appel à une société tierce, totalement indépendante, et qui jouerait le rôle de maître de l'ouvrage dans les travaux de rénovation. Et pour être sûr que ce maître de l'ouvrage ne serait pas partial, on avait prévu que les travaux seraient commandés à une société à la suite d'appels d'offres. Il fallait donc que ce soit une société qui avait été sélectionnée par un appel d'offres. Ce qui donnait quand même un certain nombre de garanties sur les travaux de rénovation et sur un essai d'absence de conflit d'intérêts. Ce que vous avez découvert du côté commission des sanctions ? Ce qu'on a découvert malheureusement, c'est que cette procédure n'a pas été totalement respectée tout le temps. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans certains cas que la vente se soit passée en dehors de la société qui avait été mandatée, et plus grave encore, que la procédure d'appel d'offres n'ait pas été respectée par cette société qu'on avait recrutée, qui avait jugé elle-même si c'était opportun ou pas de faire des appels d'offres, alors que sa mission avait été précisément de les faire systématiques. Voilà comment ça s'est passé pour la première mesure destinée à prévenir les conflits d'intérêts. Alors, il y avait ensuite une seconde mesure. La seconde mesure concernait la personne même de cet associé. Il était prévu qu'il n'aurait aucune fonction exécutive ou opérationnelle.
Donc, il était censé ne jamais intervenir à ce niveau-là et donc ne pas participer aux décisions d'investissement. Et ça garantissait en quelque sorte une impartialité à son égard. Et là encore, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que malheureusement, dès le départ, il avait participé à l'administration de la société, motif pris de ce que les autres associés étaient nouveaux en la matière et n'avaient pas sa compétence. Et il a participé aussi à un comité d'investissement. Et comme par hasard, dans ce comité d'investissement, c'est son entreprise qui a été sélectionnée. Bon, ça fait sourire, mais c'est quand même grave, malheureusement. Or, si on regarde l'ensemble des biens acquis par la société, acquis par la société de gestion, on s'aperçoit que les biens acquis par elle provenaient essentiellement de cette société, précisément, directement ou indirectement. Parce qu'il pouvait arriver que, pour faire paraître, on n'a pas pu établir que c'était pour faire disparaître le lien, mais il pouvait arriver que le marchand de biens ait vendu le bien à une autre société et la société de gestion en cause le rachetait. Un des troisièmes sujets, je crois, de mémoire, était le fait qu'ils avaient quand même limité en dur avec un ratio. Alors le troisième point, c'était le plus difficile, le plus délicat, c'est que pour éviter justement que la société de l'associé bénéficie de trop de ventes destinées à la société de gestion, il était prévu que la proportion pour les sociétés appartenant au groupe de ce monsieur ne pourrait excéder 20%. Alors la question était de savoir sur quoi portaient ces 20%. Et c'est là qu'il y a eu peut-être une petite difficulté qui était due à la rédaction du programme d'activité qui parlait de 20% tel que défini par l'AMF. C'est la formule exacte employée. Mais alors, comme on ne disait pas quand ni comment, on ne savait pas trop ce que voulait dire ces 20%. Et c'est cette ambiguïté qui a amené la commission des sanctions à prendre la solution, l'interprétation la plus favorable finalement aux mises en cause et qui a conclu que le ratio ne portait que sur les biens immobiliers acquis et non pas sur tous les biens qui provenaient d'un sourcing mais qui n'étaient pas retenus et qui n'avaient pas été acquis. Alors évidemment, ça a fait baisser le nombre de cas où il y avait un manquement. Je pense que pour finir sur cette sanction et avant de passer à une autre typologie de problème, l'enseignement que l'on peut tous tirer sur cette sanction, c'est en effet le fait d'avoir un programme d'activité toujours à jour, c'est-à-dire là encore dans les enjeux du métier de RCCI. Quand vous avez des procédures en place, vous devez être très clair sur l'effectivité de ces procédures, les contrôler. Le deuxième sujet d'enseignement est évidemment la problématique des sourcing groups, qui sont toujours une zone de vigilance plus particulière en termes de problématiques de conflit d'intérêts avec les porteurs des fonds. Soyez très vigilants à tout processus de commercialisation de produits maison au sein d'autres portefeuilles ou de sourcing group. C'est une zone de vigilance plus particulière, une zone de risque plus particulière. Donc ces deux thèmes-là étaient très importants. On a peut-être vu également... Il y avait un autre aspect encore, oui. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Et il restait encore un dernier point, c'est que la société de gestion a été sanctionnée parce qu'elle n'avait pas respecté son obligation d'informer les porteurs de la nature et de la source des conflits d'intérêts. Les porteurs auraient dû savoir quelle était la situation, l'existence de cet associé et les activités qu'il avait par ailleurs et les conflits d'intérêts qu'il pouvait faire courir.
Allez, troisième thème, récurrent également, celui-là, c'est une fois de plus un certain nombre de sanctions sur les moyens techniques et humains. Le fait que j'ai l'impression, et suite à ce qu'avait signalé M. Pinault l'an dernier, on a encore des acteurs, des sociétés de gestion notamment, qui ne disposent pas de suffisamment de moyens techniques et humains. Vous avez été saisi d'un certain nombre de faits? Oui, tout à fait. On est toujours étonné. Effectivement, Michel Pinault avait insisté là-dessus l'année dernière. Et on a dû constater que la situation se poursuivait aussi cette année. Et je dois dire que depuis de nombreuses années, le problème n'est pas réglé. Alors, nous avons rendu le 17 mars 2015 une décision qui a sanctionné une société de gestion qui ne disposait pas de moyens humains suffisants pour l'exercice de la gestion collective. Cette société, en fait, n'a pas respecté les termes de son agrément. Son agrément lui imposait très précisément de renforcer son équipe de gestion par le recrutement d'un gérant financier expérimenté. La société de gestion a recruté un gérant qu'elle a qualifié d'expérimenté. Or, l'examen de la situation a montré que la personne recrutée ne maîtrisait absolument pas les sujets qu'on lui confiait. Elle ne connaissait rien, elle ne connaissait pas les impacts que pouvait avoir sa décision. Et d'ailleurs, à vrai dire, elle n'en prenait pas. Elle n'en prenait pas parce qu'elle s'était contentée pendant la période qui a été examinée. Elle se contentait de faire des rapports dans lesquels elle donnait des avis sur différents sujets, mais de l'aveu même de la société, elle n'avait pas la compétence voulue pour exercer les fonctions qui étaient les siennes. Alors, l'explication qui était fournie, c'est qu'elle a été un peu longue au démarrage, mais qu'à l'usage, elle aurait fini par remplir correctement sa mission. Vous voyez que c'est un peu léger. Derrière cet exemple un peu extrême, je pense qu'il faut retenir là aussi, en termes de réflexe au niveau des sociétés de gestion et des RCCI, le fait que le programme d'activité doit être l'élément qui doit être contrôlé en termes d'effectivité le plus souvent possible. Vérifiez bien que les rôles, les fonctions qui ont été déclarées à l'AMF sont bien celles qu'occupent les différentes personnes de la société de gestion. Donc derrière ce cliché, l'analyste ne doit pas être confondu avec un gérant. Si l'AMF demande des gérants, c'est bien des personnes en charge de passer les ordres, de décider, de prendre les décisions d'investissement. Donc attention en effet à un organigramme des fonctions qui sont réellement mises en place dans les différentes sociétés. Oui, j'oubliais de préciser que cette décision a fait l'objet d'un recours et que le Conseil d'État a rejeté le recours. Et il a bien précisé dans sa décision que les gestionnaires de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément. Alors, il faut le faire dès qu'on a obtenu l'agrément, en l'ayant prévu avant. Et il ne faut pas se dire la situation va s'améliorer au fil du temps. Non, c'est impossible. Si on passe à un quatrième sujet sur la valorisation des actifs, je retiens des propos introductifs de Benoît Juvigny tout à l'heure qu'on est dans un contexte de marché tout à fait particulier où les niveaux de taux d'intérêt sont bas, la valorisation des actifs peut poser un certain nombre de soucis. Est-ce que c'est un sujet qui a été visité par la Commission des sanctions cette année ? Eh bien oui, cette année nous avons eu à en connaître, non pas sous la forme de sanctions, puisque aucune sanction n'a été prononcée. En revanche, le sujet a fait l'objet de 2 accords de composition administrative qui ont été homologués par la Commission des sanctions. Je vous rappelle que la composition administrative, c'est un accord passé entre le secrétaire général et l'entité qui a été mise en cause par une notification grief. Cet accord est soumis au collège qui doit l'approuver et il est ensuite soumis à la commission des sanctions qui doit l'homologuer en vérifiant que la procédure est régulière, qu'il n'y a pas de prescription, que les textes correspondent bien aux manquements qui sont invoqués.
et qui vérifie que les engagements de verser une somme pécuniaire et de faire certaines améliorations sont bien correctes. Une fois que la décision est homologuée, elle est publiée. Et cette façon de procéder est très intéressante parce que non seulement la procédure a établi qu'il y avait des défaillances qui sont constatées par une notification grief qui est reprochée, mais surtout ce qui est intéressant, c'est les engagements qui sont pris par la suite. Alors la société s'engage à remettre les choses en ordre, à prendre des initiatives, éventuellement à réparer le préjudice causé, et ensuite un délai est fixé pour que ces rectifications et ces corrections soient apportées, et à l'issue de ce délai, l'AMF contrôle l'effectivité des améliorations. C'est donc un but qui est celui qui est recherché finalement dans toutes les façons de procéder et qui est très, très intéressant. En quelques mots sur ces deux procédures de composition administrative où il y avait des problèmes de valorisation. Il y avait deux affaires qui posaient des problèmes de valorisation. Dans la première, il était reproché à la société de gestion de ne pas avoir rempli ses obligations professionnelles en matière de valorisation des instruments financiers détenus par des OPC. Et la mission de contrôle avait constaté que les procédures de valorisation n'étaient pas très fiables, n'étaient pas précises, et que le processus de forçage des cours n'était pas non plus précis et formalisé. Dans la deuxième affaire, c'était des faits très semblables. Les procédures de valorisation n'étaient ni fiables ni précises, et les processus de valorisation et de forçage de cours étaient lacunaires. Et en outre, dans la deuxième affaire, si lacunaire qu'il soit, il n'avait même pas été respecté. Par exemple, la mission de contrôle a relevé qu'aucune disposition n'était prévue pour assurer la traçabilité des raisons du forçage. De même, rien n'était prévu sur la méthode de détermination et sur la source des cours forcés. Ou encore, il n'y avait pas de traçabilité de la méthode et des paramètres de calcul des cours théoriques. Donc, il y avait très peu de choses finalement. Et la mission de contrôle a relevé en outre que les processus n'avaient pas été mis en œuvre de façon homogène dans le temps. Ce qui avait conduit à atténuer l'amplitude des variations de cours des titres composant l'actif de l'OPCVM en cause et donc à en réduire la volatilité. Donc là, concrètement, en effet, c'était à la fois le manque de procédure qui posait problème, et également, en termes d'impact concret sur les portefeuilles, dans un cas, il y avait deux portefeuilles avec le même titre en portefeuille qui n'est pas valorisé de la même façon. Dans l'autre cas, une volatilité via la valorisation des titres qui avait été affaiblie par rapport à ce qu'elle devait être si elle avait été en mark-to-market. Donc vous voyez, ce que l'on demande à nouveau aux contrôleurs, c'est vérifier l'effectivité de vos procédures d'un côté, mais également, soyez vigilants, on ne vous demande pas d'être risk manager, mais soyez vigilants sur quand même ce qui se passe dans les portefeuilles. Vous voyez, une volatilité plus faible ou deux cours différents sur le même titre, ça peut être des éléments d'alerte pour vos contrôles. Donc on souhaite absolument que les procédures de valorisation soient bien mises en œuvre. Dans un contexte de marché troublé comme celui que l'on vit actuellement, c'est encore plus important. Passons maintenant peut-être à un deuxième thème qui est, parce qu'il nous reste quelques minutes, sur les abus de marché. On a encore vu des choses cette année. Monsieur Pinault avait longuement détaillé un certain nombre d'exemples l'an dernier. Il y a encore eu des décisions sur ce sujet ? Eh bien, malheureusement, oui. Cette année, nous avons été saisis et nous constatons qu'il y a de plus en plus de dossiers dans lesquels on reproche à la fois des manquements d'initiés ou des manipulations de cours, et aussi on reproche aux prestataires de services d'investissement une absence de détection de ces abus de marché.
Alors, au cours de l'année passée, nous avons trouvé ce type de comportement dans la décision du 16 avril 2015. Dans cette affaire, les faits étaient les suivants. Vous allez voir qu'ils sont là aussi un peu caricaturaux, mais c'est la réalité. Nous nous plaçons le dernier jour de bourse de l'année, le 30 décembre. Et il faut se placer au moment du fixing, c'est-à-dire tout à fait à la fin, au moment où on est en train de voir les performances de l'année. On est en train de figer les performances du portefeuille. Voilà. Et alors, à ce moment-là, ce jour-là, le co-gérant d'un comportement d'une SICAV a passé des ordres d'achat sur 2 titres. Ces ordres étaient composés de prix au marché, c'est-à-dire pas de prix fixé, et la modalité d'exécution on close, c'est-à-dire que les ordres n'étaient valables qu'à partir de la phase d'accumulation qui précédait le fixing de clôture. Bon. Ces ordres étaient importants puisqu'ils ont représenté 86% d'un côté et 47% de l'autre, sur ces 2 titres, des volumes échangés ce jour-là, et ils ont représenté tous les deux la totalité des titres achetés au moment du fixing de clôture. Donc, à la suite de ces opérations, à la clôture du marché, le cours des titres s'est apprécié de 7,74% dans un cas et de 8,36% dans l'autre. Alors, cette hausse des cours a eu un impact sur la performance des titres sur l'année entière, puisque c'était ce jour-là, précisément, qu'on fixait les cours de référence. Alors, se sont retrouvés mis en cause devant la commission des sanctions pour manipulation de cours 5 personnes. Alors, le gérant de la société, le sell trader, ainsi que la société elle-même, ça fait 3 personnes, et puis nous en avons 2 autres, c'est le sell trader d'Exxon et la société Exxon elle-même. Il y a eu donc 5 personnes qui se sont retrouvées impliquées par cette manipulation de cours. Donc c'est à la fois le gérant du portefeuille, mais également le prestataire par lequel il a passé ses ordres. Mais exactement le prestataire qui avait passé les ordres. Et non seulement les sociétés personnes morales, mais les personnes physiques aussi. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que les uns et les autres, les premiers ont agi délibérément, ont commis un manquement, et les autres n'ont absolument pas réagi, ont eu conscience de la gravité. Le trader a compris, il a dit lui-même que quand on lui a donné cet ordre, il a été atterré, quand on lui a donné ces ordres, par leur volume, par la période à laquelle elles avaient lieu, par ce que lui disait le gérant qui les lui passait. Et il lui a fait observer que ça lui paraissait très, très important, que ça allait avoir un effet considérable. Et l'autre lui a répondu, « Et alors, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu crois que je fais ça ?» C'est pour la performance. Donc, c'était vraiment très clair. Eh bien, que sachant ça, il a quand même passé les ordres. Et il n'a pas eu l'idée d'alerter, ni de refuser, mais même seulement d'en parler à sa compliance. Il a laissé faire, et il a fait laisser faire sans rien dire. Et alors c'est là qu'on voit que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Quand on voit une chose comme ça, il faut pour le moins aller en parler à son supérieur. Alors là, en effet, en termes d'enseignement, on peut aussi remarquer que s'il y a des contrôles en place au niveau des prestataires ou des sociétés de gestion, les périodes de fin d'année, de fin de période de mesure de performance, là il s'agissait de mesures de performance pour un fonds d'investissement, mais ça peut être très lié aussi aux bonus, aux performance fees. Ce sont des périodes sensibles et on fait en effet tout passage d'ordre sur ces périodes sensibles un peu atypiques
doit être une alerte qui doit être autant chez les prestataires que chez les sociétés de gestion, bien suivie, bien détectée. Donc on vous invite en effet à renforcer ces périodes de fin d'année, trimestre ou semestre, qui sont des périodes un peu plus sensibles que d'habitude en termes de volume ou de passage d'ordre. Peut-être pour finir sur un troisième thème, sur les déclarations de transactions. Oui, mais sur ce point-là, d'ailleurs, la manipulation n'avait pas été détectée et on a reproché aussi aux sociétés de ne pas avoir dénoncé ces transactions comme opération suspecte. Voilà. Passons à un dernier thème qu'on voulait souligner encore aujourd'hui, c'est les problèmes relatifs aux déclarations de transactions, au reporting des transactions. Je crois qu'il y a encore eu une décision cette année sur des problématiques de déclaration de transactions. Oui, il y en a eu, puisque nous avons eu 2 transactions depuis le début de l'année. Et ces problèmes de manquement à l'obligation de déclaration des transactions portaient sur un nombre de transactions assez conséquent, je crois. Oui, c'était les dates de ces décisions elles ont été rendues le 11 janvier 2016. Et dans ces 2 affaires, non, c'était pas les transactions, c'était pas des compositions administratives. C'était bien des sanctions. C'était bien des sanctions. Oui, ces 2 affaires ont été rendues le même jour par chacune des sections de la commission des sanctions, puisqu'elle posait des problèmes communs, puisque dans les 2 affaires, il y avait des millions de transactions. Dans la première, près de plus de 120 millions de transactions intervenues sur des produits obligataires, là aussi, qui n'avaient pas été déclarés à l'AMF. Et dans l'une des 2, nous avons aussi retenu que les déclarations, celles qui avaient été faites en tout cas, comportaient de multiples erreurs. Erreurs sur le lieu de négociation, erreurs sur la nature de la transaction, erreurs sur le moment, erreurs sur le prix, et pas de contrepartie indiquée. Ça faisait donc beaucoup de déclarations non faites et beaucoup de déclarations erronées. Donc, ce point est très important en termes de soucis pour l'AMF dans tous les outils de détection que l'AMF a mis en place pour les manipulations de marché. C'est-à-dire que si en effet il manque des transactions ou que des millions de transactions sont erronées, ça ne permet plus à l'AMF de bien surveiller les marchés financiers. Et c'est une des missions premières de l'AMF de voir un marché en bon fonctionnement. Et si en effet il nous manque une partie de l'histoire, une partie des ordres ou des transactions, dans ce cas-là, nos systèmes de détection peuvent détecter par erreur des choses qui ne sont pas réelles, ou à l'inverse ne pas pouvoir détecter du tout ce qui s'est passé sur les marchés. Donc c'est un vrai souci pour l'AMF. C'est aussi pour ça que ces sanctions sont à noter. Il est vraiment important pour les prestataires d'être très vigilants sur la qualité des reportings qu'ils mettent en place. On voulait aussi finir par ce thème parce que c'est un bon lien avec les ateliers de l'après-midi et tous les enjeux liés à MIF 2. Dans MIF 2, le reporting des transactions va changer. Il y aura beaucoup plus de champs à remplir avec une granularité beaucoup plus forte sur les données. Donc il faut absolument que les prestataires investissent dès maintenant pour comprendre et implémenter ces différents reportings. Heureusement, on a un peu plus de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, et le report à 2018 pourra nous être très utile pour finaliser tous ces chantiers-là. Mais avoir des reportings de transactions de qualité, c'est vraiment le souhait du régulateur pour bien surveiller les marchés financiers. Marie-Hélène, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On va céder la place à Sébastien Raspillier qui va, pour le Trésor, nous présenter quelques thèmes d'actualité. Merci beaucoup.